Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Si vous venez de vous joindre à nous pour un nouveau numéro de la quotidienne de HAL24 consacré aujourd'hui au référendum des anciennes républiques populaires de la Russie ou de l'ex-URSS. Un référendum longtemps désiré par les populations de ces villes victimes de persécutions et de violences perpétrées par des troupes de néo-nazis ukrainiens. Une souffrance tue est souvent passé sous silence par les autorités ukrainiennes depuis 2014. Les populations russophones et pro-russes sont appelées à voter depuis hier et à choisir si elles veulent le rattachement à la Russie. Les régions concernées sont les régions du Donetsk, le Lugansk à l'est et de Kherson et Zaporizhzhia. Un vrai coup dur pour l'Occident qui, impuissant devant les faits, ne peut que décrier en parlant d'annexion. Entre annexion et référendum d'autodétermination, la guerre de la terminologie a commencé. Nous en parlons ce soir avec nos deux invités, M. Nicolas Merkovitch, géopolitologue, et M. Dimitri Dekochko, qui est également journaliste. Ils sont tous les deux avec nous par Skype depuis Paris. Messieurs, bonsoir. 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 Alors, je commence avec vous, Monsieur Dekochko. Le référendum a commencé hier et il dure jusqu'à mardi, c'est-à-dire le 27 de ce mois, à Lugansk, à Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia. Ces régions s'acheminent-elles sur la voie de la Crimée? A priori, oui, mais avec des nuances tout de même. Elles ont en commun, toutes ces régions, d'être des régions en fait russes. Et là, il faudrait, puisque vous avez souligné les aspects de terminologie, il faudrait nuancer entre russophone et russe. En fait, toute l'Ukraine était russophone, quelle que soit la nationalité des gens, quelle que soit l'appartenance religieuse ou ethnique. Mais les régions justement de l'Est de l'Ukraine, et alors la Crimée encore plus, c'était des régions russes, pas seulement russophones, russes. Et elles ont été rattachées administrativement, en quelque sorte, à l'Ukraine au début des années 20, parce que Lénine et les bolcheviks estimaient que l'Ukraine historique, celle qui était autour de Kiev, si vous voulez, et de Ternopol, était trop agricole, trop paysanne, et donc pour des raisons de classe, il fallait prolétariser un peu tout ça, et donc on y a ajouté les provinces de l'Est, qui elles en revanche étaient ouvrières ou minières. Et bien évidemment, l'Ukraine s'est quand même constituée et a vécu sous l'époque soviétique avec quelquefois des directions très ambiguës au niveau justement national, et notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, après l'indépendance et la création de l'Ukraine, en fait, ce qu'ils auraient pu faire avec leurs différentes populations d'origines différentes, de langues différentes, en étant un peu tolérants, un peu souples, en fédéralisant tout ça, eh bien, ils l'ont complètement raté. Et au lieu d'intégrer tout le monde dans un nouveau pays, l'Ukraine, ils se sont lancés dans une politique de contrainte, de négation des langues locales et des coutumes, voire même de la religion. Donc, évidemment, ce sont des gens, pour ce qui est de Lugansk et de Donetsk, qui sont bombardés depuis 8 ans, mais qui sont russes. Et pour les autres, de Zaporozhye et de Kherson, ce sont aussi des Russes qui ont évidemment vécu en Ukraine plus longtemps que les gens de Crimée, mais qui eux aussi ont été roulés en quelque sorte, puisque c'est des gens qui votaient toujours pour le parti des régions, c'est-à-dire un parti qui voulait justement admettre la liberté linguistique notamment, et à chaque fois, ils ont été floués, et la dernière fois où ils ont été floués, c'est Zelensky, qui lorsqu'il a fait sa campagne présidentielle, leur a promis la paix et l'application des accords de Minsk. Ce qu'il n'a évidemment pas fait du tout.
Donbass, Lugansk et Donetsk ont de toutes les façons pas voté. Mais Kherson et Zaporozhye ont voté et se sont fait rouler. Donc on peut comprendre qu'il n'y a pas du tout besoin de faire des obligations, des simulations ou des stimulations pour que les gens votent pour un rattachement à la Russie qui, dans leur esprit, va consolider l'engagement russe de les défendre, parce qu'on a vu lors de la contre-offensive qui s'est déroulée dans la région de Kharkov que les néo-nazis et les ukro-nazis et les mercenaires de l'OTAN ont été terribles avec la population locale et notamment avec les enseignants. Oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, M. de Koshko, pro-russe ou russophone, parce qu'à un moment donné, on savait très bien que les populations de ces régions-là étaient plus ou moins interdites de justement pratiquer le langage russe, parce que quelque part, ils trouvaient que c'était une façon de faire légion à la Russie. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est le cas? Alors pour ce qui est de la Crimée, pour finir sur votre question, la Crimée, elle, n'a été rattachée administrativement à l'Ukraine qu'en 1954, alors que les autres régions, c'est en 1920. Donc évidemment, ça fait une différence, si vous voulez, dans l'appréhension. Et c'est pour ça que je disais que ces régions-là de Donetsk, Luhansk et Kherson auraient pu devenir ukrainiennes. Et en fait, elles le devenaient. Mais c'est ces dernières années que, justement, en niant, par exemple, le droit à parler sa langue, à enseigner dans sa langue, à avoir les notices des médicaments et les jugements en russe, parce que ça a été la première décision après le coup d'État de février 2014, la première décision a été d'interdire le russe qui, sous Yanukovych, le président élu, qui a été renversé donc en février, malgré l'accord qui avait été signé la veille, avec notamment en présence des diplomates français, allemands et polonais, eh bien, a été violé dès le premier jour. On leur a interdit leur langue. Oui. Et en leur interdisant, évidemment, toute revendication ou aspiration fédérale. Oui. Pourtant, la situation est comparable un peu à la Belgique, par exemple. En Belgique, c'est un petit pays, pourtant, ils sont arrivés à être une fédération pour arriver à mettre fin au conflit linguistique entre flamands et wallons. Oui, très bien, Monsieur de Koshko. Monsieur Nicolas Dimitri, plutôt Mirkovitch, pardon. Quel avenir justement pour la région si les résultats sont favorables pour un rattachement de toutes ces populations et de toutes ces régions à la Russie? Je pense que ces régions vont intégrer progressivement la Russie, la complexité de la situation, et que ce sont des zones qui sont des zones de guerre. Donc du coup, on va avoir une situation un peu inhabituelle, où on va avoir des régions qui vont être tout simplement qui vont retourner dans le giron russe et qui vont être en zone de guerre. N'oublions pas qu'une partie des régions qui vont voter lors du référendum sont sous occupation de l'armée ukrainienne. Donc la situation est compliquée. Mais pour ce qui est du reste des régions qui va être donc du coup a priori qui va revenir dans le giron russe, eh bien vous allez avoir l'administration russe, vous aurez des cours du système scolaire russe, vous allez avoir toute l'administration, les règles qui s'appliquent aujourd'hui en Russie, que ce soit à Moscou, à Volgograd, à Vladivostok, bien la même administration, la même forme de vie, on va dire, en tout cas appliquée localement dans ces différentes régions qui vont se mettre donc à l'heure de Moscou. Pour une bonne partie de ces régions, c'est déjà le cas. Pour le cas de Donetsk et de Lugansk, pour les régions qui ont été occupées militairement par la Russie ces derniers mois, c'est déjà le cas. Donc on va dire que c'est une progression vers une intégration définitive vers la Russie que nous allons voir, en gardant à l'esprit que ça reste encore des zones de guerre et qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent arriver dans les jours, semaines, mois à venir. Oui, très bien. Monsieur Nicolas, en fait, je dis ça et je dis qu'à l'avenir également, pour la configuration géographique de l'Ukraine, pour ces régions, une fois rattachée à la Russie. Pour l'Ukraine, ça va changer beaucoup. Déjà, il y a toute une partie de l'accès à la mer d'Azov qui lui est coupée. On ne sait pas jusqu'où pour aller
l'offensive russe. Si elle récupère l'ensemble des rives de la mer Noire, ça couperait définitivement l'Ukraine telle que nous la connaissons aujourd'hui de la mer Noire. Ça va avoir un impact majeur. Ça va retirer de l'Ukraine une partie non négligeable quasiment de la population russe et russophone. Ça va changer la nature du pays, même de l'Ukraine. Mais comme le disait Dimitri Kochko tout à l'heure, il y a une politique de coréanisation, d'ukrainisation qui est en cours depuis le Maïdan, où on force les habitants de l'Ukraine, qu'ils soient russes, hongrois, roumains, grecs, à parler uniquement la langue ukrainienne, à un peu s'asseoir sur leur propre culture. Donc demain, l'Ukraine pourrait avoir atteindre son but. En tout cas, les politiciens qui ont réalisé le coup d'État du Maïdan pourraient atteindre leur objectif pour une partie du pays d'avoir un pays ethniquement ukrainien où on parlerait que l'ukrainien, mais en revanche, qui serait amputé de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés de terre et qui n'aurait plus du tout accès à la mer d'Azov et qui pourrait perdre plus. Donc du coup, je pense que ce serait un drame pour l'Ukraine. Je partage tout à fait le point de vue de monsieur de Kochko que l'Ukraine est un pont naturel superbe entre la Russie et l'Europe de l'Ouest. Il y avait un avantage incroyable d'être un pays multilingue, multiculturel, un pont naturel sur le continent européen. Et depuis le coup d'État de 2014, soutenu, financé, et nous le savons maintenant, organisé par les États-Unis avec l'appui de l'Union européenne, eh bien, nous avons malheureusement un pays qui est déchiré, un pays qui est en guerre, et une partie de l'Ukraine qui risque de se retrouver entre Ukrainiens ultranationalistes dans un pays qui est un des plus pauvres d'Europe aujourd'hui. C'est un drame pour l'ensemble des Ukrainiens. Monsieur de Kochko, est-ce que cela veut dire que, bien sûr, en attendant les résultats, certainement qui seront positifs, parce que de toute façon, c'est une population qui a toujours manifesté sa volonté d'adhérer à la Russie ou d'être rattachée à la Russie. Alors, dans le cas échéant, je veux dire, l'Ukraine sera amputée d'une grande partie à l'est et également au sud de certaines régions. Est-ce que l'Ukraine aura toujours un contrôle sur ces régions-là? Est-ce qu'elle pourra avoir un contrôle? Ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait qu'ils auraient pu faire un pays, et comme l'a souligné Nicolas Mirkovitch, un pays qui avait vocation à être un pont, effectivement, entre l'Europe occidentale et la partie est du continent eurasiatique. Encore eût-il fallu se placer justement dans l'optique eurasiatique, dans une optique continentale, y compris en étant en quelque sorte un point de passage et une sorte de hub, pour parler moderne et informatique, entre la Chine et la reconstitution d'une route de la soie, et l'Europe de l'Ouest, entre les matières premières de la Russie et le savoir-faire industriel de l'Allemagne, dans une certaine mesure de ce qu'il en reste en France. Eh bien, ça, malheureusement, ça a été totalement raté par le choix des oligarques ukrainiens qui se sont mis au service des États-Unis, qui, eux, ont un autre projet et il suffit pour ça de relire encore et encore le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, qui explique bien qu'il ne faut surtout pas laisser se développer une puissance eurasiatique, c'est-à-dire un continent eurasiatique. Alors bien sûr, le résultat, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire c'est une Ukraine qui en fait, se morcelle, alors que sans doute que ces républiques-là, vous auriez fait un référendum, disons, avant 2004. Parce que 2004, c'est là que tout commence. En 2003, déjà, l'OTAN commence à entraîner des troupes. En 2004, ils font gagner Yushchenko en faisant 3 tours d'élection parce qu'ils n'étaient pas contents du résultat de l'élection. Et à partir de ce moment-là, l'Ukraine prend résolument la voie de l'anti-russe. Alors on peut déjà se dire, mais enfin quand on est voisin d'un grand pays comme la Russie, on ne s'amuse pas à leur chatouiller les moustaches sans arrêt.
Moi, avec mes voisins, j'essaie de bien m'entendre. C'est un enfer quand on s'entend pas bien avec ses voisins. Oui, Ça absolument. paraît évident, mais l'Ukraine n'a pas fait ce choix-là. Oui. Elle pensait que les Américains allaient tout lui donner. Enfin, c'est pas l'Ukraine en plus, parce que c'est la population ukrainienne qui subit aujourd'hui cette tragédie. Mais c'est un certain nombre d'oligarques et de gens qui se sont mis à la remorque et au service des grandes compagnies d'outre-Atlantique. Alors oui, il va en rester que une grande partie des provinces qui ont été rattachées à l'Ukraine dans les années 20 et qui auraient pu s'intégrer dans un ensemble, eh bien, elles vont sans doute, elles vont passer à la Russie. Pour ce qui est des 4 aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer pour Kharkov, pour Odessa, mais il y aura aussi à l'ouest de l'Ukraine ce qu'on a appelé l'Ukraine subcarpatique. C'est une ville qui s'appelle Oujgorod, qui risque fort de revenir ou à la Hongrie ou à la Slovaquie, parce que bien évidemment, pour ces habitants-là, il est plus facile d'aller à Vienne ou à Budapest que d'aller à Kiev. C'est À plus Kiev, loin. c'est 24 heures de voyage. Voilà. Alors que Vienne, c'est 1h30 de voiture. Et d'autre part, la Galicie, qui a été austro-hongroise, puis polonaise après 1918 jusqu'en 1939, puis 45, eh bien, la Galicie, la Pologne lorgne dessus avec des yeux tout à fait avides. Je crois que Or, depuis... Oui. il y a eu quelques mésententes entre les Ukrainiens et les Polonais, notamment en 1943, les nazis ukrainiens ont massacré quand même une centaine de milliers de Polonais dans la province de la Volhynie. Et en Pologne, on ne l'a pas oublié. Je crois que depuis qu'il y a eu justement cette crise en Ukraine, il y a eu aussi avec le réveil des vieilles convoitises déjà de certaines régions de l'Ukraine. Dommage de voir justement ce pays partir comme ça en morcellement. J'allais dire aujourd'hui, pour aller vers le deuxième volet de cette émission, l'Occident réagit très mal vis-à-vis de ce référendum, d'ailleurs, qu'il appelle annexion. Et on va voir tout à l'heure pourquoi la terminologie des uns et des autres n'est pas la même. Mais c'est surtout, ça a été énormément décrié. Est-ce que vous n'avez pas cette impression, Monsieur Nicolas Mirkovic, que l'Occident assiste à ce référendum, même s'il l'a décrié, mais qui reste très impuissant parce qu'il ne peut pas faire autrement, il ne peut rien changer sur le terrain. Dans ces cas-là, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui se prépare? Alors, il y a plusieurs choses et votre question est particulièrement intéressante. La première chose, l'Occident peut rire, se moque, dénigre ces référendums. Je rappelle que les référendums qui sont organisés en Occident aujourd'hui sont des farces. Les Français ont voté en 2005 contre le traité européen, on leur a imposé plusieurs années plus tard. Les Irlandais ont voté contre le traité européen, on leur a fait revoter jusqu'à ce qu'ils votent oui. Les Hollandais ont voté contre le traité européen, on leur a quand même imposé le traité. Partout où il y a des référendums en Europe aujourd'hui, on ne prend jamais en compte le point de vue des Européens de l'Ouest. Une autre question, est-ce qu'il y a eu un référendum en Ukraine suite au coup d'État de 2014 ? Est-ce que quand le président qui a été démocratiquement élu, dont l'OSCE a attesté que l'élection avait été faite en bonne et due forme, y a-t-il eu un référendum dans l'ensemble de l'Ukraine pour demander aux Ukrainiens s'ils étaient d'accord avec ce coup d'État ou imposer un gouvernement provisoire dont 30% des membres étaient issus de mouvements extrémistes proches des néo-nazis? Il n'y a eu aucun référendum. Et je rappellerai également que l'URSS, quand l'URSS a autodissous en 1991, il n'y a pas forcément eu des référendums dans tous les pays pour savoir ce que pensaient les uns les autres de la séparation sur des lignes, on va dire, sur des frontières qui avaient été dessinées par les communistes. Il n'y avait pas eu de référendum, on parlait de Transcarpathie, il y a des différents peuples qui habitaient dans différents pays, on ne leur a pas demandé leur opinion. Donc le terme même de référendum, je pense qu'en Occident aujourd'hui, on devrait faire attention quand on l'utilise parce qu'on n'est pas tout à fait crédible en l'employant. Et c'est une mauvaise façon de dénigrer le droit qu'ont les personnes dans l'Est et le Sud de l'Ukraine de décider de leur propre avenir. Il y a eu un coup d'État. On leur a imposé une direction qui n'était pas du tout la leur, voire même qui leur était
hostile. Il faut rappeler cela. Il y a eu 8 ans de guerre avec 14 000 morts, plus de 30 000 blessés et 1,5 million de personnes, plus d'1,5 million de personnes qui ont été réfugiées. Beaucoup de ces réfugiés sont partis en Russie. On a tendance à l'oublier aujourd'hui. Alors, est-ce que l'Europe aujourd'hui est impuissante ? Elle n'est pas 100% impuissante. N'oublions pas que les pays membres de l'Union européenne n'arrêtent pas d'envoyer des armes, des conseillers militaires, de l'aide à Kiev. Kiev vit sous perfusion de l'aide militaire et de l'aide, on va dire même alimentaire, humanitaire de l'Europe de l'Ouest. Donc elle est très présente. L'Union européenne est très présente. Ursula von der Leyen, l'autre jour, est en train de comptabiliser ce que l'Union européenne est en train d'offrir à l'Ukraine en termes d'armes, et elle rigolait. C'est cynique. Nous avons des personnes qui sont en train de jouer avec les vies, qui sont en train, comme certains le disent, les Américains et l'Union européenne sont prêts à se battre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Oui, donc, jusqu'au dernier Ukrainien, voilà. Ils ne sont pas impuissants, ils sont présents, mais là où ils sont impuissants, c'est que on voit que la Russie joue la première pièce. Vous savez, la meilleure défense, c'est parfois l'attaque. La Russie avance ses pions. C'est pas facile. L'Union européenne est un mammouth, pas facile à bouger. Il y a des dissensions au sein même de l'Union européenne. Ursula von der Leyen, contrairement à ce que certains pourraient croire, est décriée. Sa gestion de la crise ne fait pas du tout l'unanimité. Et Moscou place ses pions. Et nous voyons des scènes de liesse. Il y a des personnes dans ces régions-là qui sont heureuses de rejoindre la Russie. C'est un Très bien, monsieur Nicolas Merkovitch, parce que vous me tendez la perche. Justement, on va voir ces citoyens de Donetsk qui vont donner leur opinion. Et puis, nous verrons également le dirigeant de la région qui donne aussi son opinion. On va les voir tout de suite. Ensuite, on revient pour poursuivre le débat. Je suis ravi que ce pourquoi nous nous sommes battus depuis si longtemps se réalise enfin. Le retour chez nous, le retour à la Grande Russie. La participation de chaque habitant du Donbass qui a franchi toutes ces épreuves pendant ces 8 longues années. Non seulement je n'ai aucun doute sur le choix que nous avons fait en 2014, bien au contraire, maintenant je suis même profondément convaincu que ce chemin vers la Russie est le seul droit chemin et le seul chemin menant au développement pour le Donbass. Tout cela n'est possible qu'avec la Grande Russie. Nous revenons dans notre patrie. Je suis sûre que tout va changer pour le mieux, parce que je crois que dans un avenir proche, il y aura la paix et la stabilité. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais nous y croyons toujours, parce qu'une fois que Donetsk sera remis au monde russe, la Russie nous soutiendra. En fin de compte, tout cela va dans le sens du rétablissement de l'Union soviétique. Il y a encore un long chemin à parcourir, car le processus est long, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Alors, comme on le disait tout à l'heure, voilà, une population qui paraît très, très satisfaite, très contente, justement, de revenir dans le giron de la Russie, au fait, dans les choses normales, comme il se doit. Monsieur de Koshko, comment vous pouvez expliquer aujourd'hui ce 2 poids 2 mesures dans le traitement de l'information telle qu'elle est? Alors, dans les régions de l'Est, Zaporijia et Kherson, on parle de référendum. En Russie, on parle de référendum, puisque de toute façon, on donne la voix à la population de choisir son sort et son avenir, alors qu'en Europe, le bloc occidental parle d'annexion et Biden menace Poutine en cas d'annexion. Cela veut dire quoi finalement? Alors là, on a affaire très nettement à un référendum d'autodétermination. Qui correspond à la notion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a eu de ce genre de référendum d'autodétermination et les Occidentaux sont évidemment gonflés comme d'habitude de reprocher aux Russes de faire ces référendums et d'interroger les habitants de ces régions sur leurs désirs pour leur avenir, parce que on a fait la même chose à Mayotte, par exemple. Ils ont fait la même chose, et ça c'est de la partie de Nicolas Merkovitch, ils ont fait la même chose au Monténégro, qui est un référendum parfaitement bidon pour arriver à diviser la Serbie. Donc, il est évident que c'est un référendum d'autodétermination
Dans les témoignages que vous avez fait écouter, la dame là qui est prof, elle dit une chose qui est fondamentale. Oui. Elle dit que si on passe à la Russie fera tous ses efforts pour nous défendre. C'est que ils sont inquiets, tous ces gens. Oui, ils sont contents de redevenir russes, mais ils sont inquiets. Ils sont inquiets de l'avenir que risquent de leur réserver les néo-nazis ukrainiens. Et ils estiment donc que, à partir du moment où ils seront une partie de la Russie sera beaucoup plus engagée pour les défendre, y compris avec l'arme nucléaire. Et Oui. ça, nous, on devrait en tenir compte. Au lieu de lancer des jugements, des lazzi et de nier tout droit à ces populations parce qu'elles sont russes, de s'autodéterminer pour leur avenir, eh bien, on ferait mieux de réagir et de réfléchir aux conséquences juridiques et notamment militaires du résultat de ces référendums et de l'acceptation par les institutions russes du résultat de ces référendums. Parce que les référendums, ils ont déjà eu lieu à Donetsk et à Lugansk, Oui. et ils avaient déjà donné une volonté de se rattacher à la Russie. Et la Russie a refusé. Et la Russie a joué, et c'est un reproche qui est fait à Poutine. Parce que contrairement aux critiques que font ici les Occidentaux et la 5e colonne en Russie, ce qui a été reproché à Poutine, notamment par les gens de Donetsk et de Lugansk et d'autres endroits de l'Ukraine où on attendait les Russes en 2014, eh bien, c'est d'avoir essayé par les accords de Minsk d'assurer des droits, c'est vrai, à ces deux républiques, puis aux autres régions sans doute, mais de les laisser au sein de l'Ukraine. C'est-à-dire que Poutine a fait tous les compromis possibles. Il a joué la carte de la sagesse à l'époque. Parce qu'il essayait tout pour ne pas se disputer avec les Occidentaux. Oui. Et c'est les Occidentaux qui ont refusé les accords de Minsk. Les Américains avaient le projet de lancer une opération guerrière, d'utiliser, comme vous l'avez dit, la guerre jusqu'au dernier Ukrainien pour arriver à leur objectif qui est en fait d'affaiblir la Russie, si possible de la diviser en plusieurs pays, en plusieurs principautés qui se battraient entre elles et qu'ils pourraient acheter pour avoir accès à toutes les matières premières de la Russie. C'est leur vieux projet, c'est leur vieux rêve qu'ils ont repris encore à l'Empire anglo-saxon britannique et ils ont continué et c'est ça leur but. Dans les années 90, ils y sont presque arrivés. Ils y sont arrivés en Ukraine, où 52% des terres arabes sont achetées par des compagnies américaines. Oui, oui, merci beaucoup, Monsieur de Koshko. Je crois que vous avez été très clair. Je ne sais pas si Monsieur Nicolas Mirkovic est toujours avec nous. Je suis toujours là. Oui, alors je voudrais vous donner le mot de la fin et je voudrais juste dire aujourd'hui, est-ce que justement cette adhésion, ce rattachement, il ne risque pas la Russie ou ses populations ou ces républiques ne risquent-ils pas des représailles de la part de l'Occident qui lui est encore en train de penser à des sanctions supplémentaires contre la Russie? Bien évidemment, on ne sait pas du tout. Il y a quelques années, en 2013, le président Gershwin de la NED, la National Endowment for Democracy, qui est une agence, une fausse agence américaine, mais qui fait vraiment de l'influence dans les pays, disait que l'Ukraine était le plus grand trophée pour les Américains. Les Américains pensaient qu'ils avaient déjà gagné l'Ukraine et que l'Ukraine leur appartenait. En 2013, ils disaient ça. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ils pourraient perdre l'Ukraine. Donc du coup, jusqu'où sont-ils prêts à aller? Ils sont fous. Ils sont fous. Il ne faut pas oublier que les Américains, eux, pour l'instant, c'est du sang ukrainien, du sang russe qui est en train d'être versé. Ça leur est égal de faire la guerre. Donc, du coup, ils sont prêts à aller assez loin. Les Américains ont quand même avoué qu'ils avaient déjà donné pour plus de 18 milliards de dollars à l'Ukraine, ce qui est juste phénoménal pour faire la guerre. Donc, du coup, ils sont prêts à aller assez loin. Il y a des troupes américaines en masse en Europe aujourd'hui. Ils peuvent entraîner l'OTAN là-dedans. Il peut y avoir une escalade terrible et des représailles contre ces populations du Donbass qui ne sont rien, qui ne représentent rien du tout pour les États-Unis.
Merci beaucoup, Monsieur Mirkovitch. Je crois que à partir du moment où ce ne sont pas des Américains qui sont sur le terrain de combat, les États-Unis peuvent aller très loin, effectivement, comme vous le disiez. Monsieur Mirkovitch, Nicolas, vous êtes géopolitologue. Je rappelle que vous étiez avec nous par Skype depuis Paris. Merci, Monsieur Dimitri Dekoshko, journaliste français. Vous étiez également avec nous par Skype depuis Paris. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et au revoir, à bientôt.